Depuis 6 mois déjà, en cette mi-juin 1989, les femmes de Lincoln, capitale du Nebraska, vivent dans la terreur. Enfin, pas toutes les femmes. Seulement celles que la nature a dotées de rondeur et qui ont les cheveux clairs. Un meurtrier en série, le tueur de blondes boulottes, comme on l'a surnommé, se déchaîne en effet sur la ville. Il en est à sa 4e victime. Judith Bellow pénètre dans le parking de son immeuble. Il n'est pas sinistre comme tant d'autres. Il est bien éclairé, ses murs sont de couleur vive. Il n'en reste pas moins qu'avec ses multiples recoins, c'est le lieu idéal pour un crime. Or, par malchance, pour elle, Judith Bellow est une charmante, une délicieuse blonde boulotte. Judith introduit la clé dans sa voiture. Elle ne doit plus avoir peur. Dans quelques minutes, elle sera sauvée. Elle pousse un cri. Un homme est là. Il s'approche. Elle ne crie plus. Elle sait qu'elle est perdue. C'est lui. Elle ne s'était pas trompée. Herbert Harrison, récemment élu shérif de la ville, fait irruption dans le parking. 35 ans, les cheveux blonds et courts, il a un charme indéniable qui a peut-être contribué à son élection. Mais ce 16 juin 1989, le shérif Harrison regrette sincèrement d'avoir été élu, car ce qui lui arrive est ce que peut redouter par-dessus tout un policier. Il répète à mi-voix en grinçant des dents la 5e. Un quart d'heure plus tard, tandis qu'on emmène le corps de la malheureuse à la morgue, Herbert Harrison récapitule les premières informations qu'il a recueillies. La victime se nomme Judith Bellow, 39 ans, sans profession, mariée sans enfant. Le mari, Horace Bellow, est agent d'assurance. Que dire sinon que ce meurtre ressemble tragiquement aux 4 précédents. Les autres femmes avaient entre 30 et 45 ans. Elles étaient d'un milieu aisé. Elles ont été étranglées de la même manière. Pourtant, il va cette fois se produire quelque chose de légèrement différent. Une femme, qui avait jusque-là contemplé la scène sans mot dire, s'approche. Elle est livide. Herbert Harrison la dévisage. « Vous êtes une parente de la victime ?»« Non, j'étais sa voisine. Mais ce qui est affreux, shérif, c'est que Judith allait justement partir. » »« Comment ça partir ?»« Elle allait quitter Lincoln pour Minneapolis, où habitent ses parents. Le tueur l'a terrorisée. Elle voulait se mettre à l'abri et rester à Minneapolis jusqu'à son arrestation. Et son mari était d'accord ? Pas au début, il trouvait ses craintes ridicules, mais elle avait enfin réussi à le convaincre. Elle est venue m'annoncer la bonne nouvelle tout à l'heure et me dire qu'elle partait sans attendre. Et c'est en allant prendre sa voiture dans le parking, la voisine s'arrête, terrassée par l'émotion. Herbert Harrison se dispose à s'en aller, pensant qu'elle n'a plus rien à dire, mais elle le retient par le bras. « Attendez, shérif. » Judith avait peur, mais une peur, une peur étrange. Elle ne cessait de dire « Je suis sûre que je serai la prochaine victime. » Elle ne se sentait pas menacée seulement à cause de son physique, parce qu'elle était blonde, petite et plutôt forte, mais comme si c'était elle, et elle seule, qui devait mourir. Le shérif quitte le témoin un peu troublé. Cette tragique prémonition n'est effectivement pas banale. Mais il ne s'agit vraisemblablement que des angoisses d'une femme hypersensible. C'est le lendemain que le shérif Harrison interroge dans son appartement Horace Bellow, le mari de la victime. Un interrogatoire nécessité par les obligations de l'enquête et qu'il s'efforce de mener avec le plus de douceur possible. Horace Bellow est un homme de 40 ans qui doit habituellement être séduisant avec sa stature élancée, mais ce n'est pour l'instant qu'un être brisé. Je n'ai pas cru Judith. Je ne me le pardonnerai jamais. Tout est de ma faute. Herbert Harrison prononce quelques mots polis qu'Horace Bellow n'écoute pas. Puis il aborde l'interrogatoire proprement dit. « Pour avoir une telle peur de l'assassin, votre femme avait peut-être une raison précise. Peut-être l'avait-elle rencontré d'une manière ou d'une autre. Vous ne vous souvenez pas d'une allusion, d'un détail qui pourrait nous aider ?» Horace Bellow se prend quelque temps la tête dans les mains, puis regarde de nouveau le shérif. Non, franchement, je ne vois pas. Judith avait peur, très très peur, mais c'est tout. Herbert Harrison a un dernier point à évoquer.
Lors des 4 meurtres précédents, le tueur a volé un objet à sa victime. Pour 2 d'entre elles, leur montre, pour les 2 autres, une bague. Excusez-moi d'évoquer un sujet pénible, monsieur Bello, mais vous avez vu le corps de votre femme. Est-ce qu'il lui manquait quelque chose? Le veuf a du mal à réprimer son émotion. Oui. Elle n'avait plus son collier en or. Je lui avais offert le mois dernier, pour nos 15 ans de mariage. Cette fois, le shérif Harrison n'a plus rien à ajouter, il prend congé et retourne à son bureau pour reprendre son enquête. Mais, curieusement, à partir de là, il ne se passe rien. Le tueur de blonde boulotte ne se manifeste plus. Le mois de juin 89 s'écoule dans le calme plat. À la fin juillet, Herbert Harrison, seul dans son bureau, tente de faire le point. Il faut agir. Dans la presse locale, on ne cesse de le critiquer. L'opinion n'est nullement rassurée par l'arrêt des meurtres. Elle réclame, elle exige l'arrestation de l'assassin. Depuis la mort de Judith Bello, celui-ci se tient tranquille. La seule question à se poser, c'est pourquoi? A-t-il été effrayé par le dispositif policier mis en place? Le shérif sait très bien que non. Ce genre de fou meurtrier a un besoin irrésistible de tuer. Aucune considération ne peut l'arrêter. Il recommence jusqu'à ce qu'il soit pris. Non, si le tueur de blonde boulotte ne tue plus, c'est qu'il ne peut plus le faire. La première hypothèse, c'est qu'il est mort. Mais comme on ne possède aucune donnée sur son signalement, il est impossible de le savoir. L'affaire s'arrêtera d'elle-même et on ne connaîtra jamais son identité. Il reste pourtant une seconde possibilité. C'est qu'il soit en prison pour une autre raison que les meurtres. Et à la réflexion, c'est la meilleure voie à suivre. Le shérif décide de demander au FBI d'enquêter sur toutes les personnes arrêtées aux États-Unis depuis la mort de Judith Bello. 30 août 1989. Les recherches entreprises par le FBI n'ont rien donné. La situation en est toujours au même point. Le tueur de blonde boulotte reste introuvable et il n'a pas tué de nouveau. C'est alors qu'un homme d'une 50aine d'années à l'aspect chétif est introduit à sa demande dans le bureau du shérif. « Je m'appelle Aloysius Wagner, shérif, et voici ce que je viens de trouver chez moi. » D'un geste hésitant, l'homme dépose devant le policier 4 objets que ce dernier reconnaît immédiatement pour les avoir vus en photo dans son dossier. Ce sont les montres et les bagues des 4 premières victimes. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur Wagner? Je vais vous expliquer, shérif. Je suis notaire à Lincoln, et j'ai fait quelques placements avec lesquels j'ai acheté plusieurs maisons. Après des mois d'enquête infructueuse, après avoir été abreuvé de reproches par ses concitoyens et de sarcasmes par la presse, Herbert Harrison n'est pas d'humeur à supporter ces préambules. Il se met à exploser. « Je me fiche de vos placements! L'assassin qui est l'assassin !» Aloysius Wagner tente de le calmer d'un geste. « Si je vous ai parlé de mes maisons, c'est que c'est important. Je les loue. L'un de mes locataires est décédé dans un accident d'auto. Et c'est en venant prendre possession des lieux que j'ai trouvé ces 4 objets. » Du coup, le shérif Harrison change de ton. Il demande fébrilement « Mais quel est son nom ?»« Davis, John Davis. Je ne l'ai vu qu'une fois lorsqu'il a signé le contrat. Il m'a dit qu'il était mécanicien dans un garage. Il était âgé de 21 ans, jeune homme plutôt sympathique. Il m'a toujours régulièrement payé, en tout cas. Et rien dans son attitude n'a pu vous laisser supposer que... Rien. Rien, shérif. Mais c'est pas là le principal. Il y a bien eu 5 victimes, n'est-ce pas? Le regard d'Herbert Harrison revient sur son bureau, où se trouvent les 4 objets. C'est vrai. Et le collier en or de la 5e, Judith Bello, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas trouvé? Les yeux du notaire se mettent à briller. Il sait parfaitement l'effet que vont produire ces paroles. Je ne pouvais pas, shérif. Ce n'était pas possible. Comment cela pas possible? Parce que John Davis n'a pas tué cette femme. Elle a été assassinée le 16 juin. Et il est mort le 13. Tenez, voici son certificat de décès. Le shérif contemple le papier que lui tend Aloysius Wagner. Tout se met à tourner dans son esprit. Judith Bello n'a donc pas été tuée par le tueur de blonde boulotte. Judith Bello
qui avait pourtant si peur de mourir, qui sentait le danger si présent. Pauvre Judith. Et non. Cette terreur n'était pas le fruit d'une sensibilité excessive, mais au contraire une preuve de lucidité. Le danger était bien tout près. Et du coup, la personnalité de ce John Davis ne l'intéresse plus. Déterminer qui était précisément ce jeune homme à la folie meurtrière est secondaire. Ce sera l'objet d'une enquête de routine. C'est l'autre assassin qui l'intéresse désormais, et lui seul. 1 heure plus tard, il est chez Horace Bellow avec un mandat d'arrêt. Le mari de Judith tente de le prendre de haut. « Mais de quel droit osez-vous? Je vous interdis !» Mais il y renonce bien vite. La date du 13 juin qui figure sur l'acte de décès rend tout échappatoire impossible. Il baisse la tête. « C'est quoi le mobile, monsieur Bellow? L'héritage? Une maîtresse? Une maîtresse. Judith refusait le divorce. » Le shérif Harrison parle d'une voix froide. Et le tueur de blondes boulottes s'est mis à frapper. Des blondes boulottes exactement comme Judith. Vous êtes pris à espérer que ce serait elle la prochaine victime. Seulement le hasard en a décidé autrement. Et Judith, au contraire, voulait à toute force quitter la ville et se réfugier chez ses parents. Horace Bellow baisse encore un peu plus la tête. C'est vrai. J'aurais dû réfléchir davantage sur ce que m'a dit sa voisine. Judith éprouvait une peur étrange, comme si c'était elle seule qui devait mourir. Et c'est de vous qu'elle avait peur, monsieur Bellow. Même si elle n'en avait pas clairement conscience. Elle savait seulement qu'elle devait fuir. C'était le 16 juin. Si vous la laissiez se mettre à l'abri, tout espoir était perdu. Vous avez attendu votre femme dans le parking et vous l'avez étranglée. Ensuite, vous lui avez pris son collier, comme le faisait le tueur. Seulement, il était déjà mort. C'est un bien vilain tour qu'il vous a joué. Le shérif passe les menottes à Horace Bellow, qui garde un silence accablé, et il lui lance tout en l'emmenant. « Malgré les apparences, vous n'aviez rien de commun avec le tueur de blonde boulotte, monsieur Bellow. Lui, ce n'était qu'un pauvre fou. Vous êtes un assassin. »